Bon, et ben, déjà, merci beaucoup de m'accueillir pour dans votre cercle zététique pour cette conférence. Je m'appelle Alexandre Delomeni. Pour vous situer un petit peu, donc, je suis médiateur et vulgarisateur scientifique. Je suis spécialisé dans les domaines de l'eau et de l'environnement. Et j'ai travaillé à la base pendant 6 ans pour un programme de recherche sur l'eau et l'environnement de la Seine, qui s'appelle le Pyrénées-Seine, où j'étais au contact direct de beaucoup de scientifiques, et donc du coup de scientifiques spécialisés en hydrologie. J'ai un master de journalisme scientifique, et la fin de mon master de journalisme scientifique, je l'avais faite dans un institut agronomique. Donc c'est comme ça un petit peu que je me retrouve familier de toutes ces questions, et c'est de là que je vous parle aujourd'hui. On va faire un point sur donc, le sujet que j'ai bien aimé intituler Mégabassine, ce que dit et ce que ne dit pas la science, parce que souvent dans ce type de conflits sociaux, on va avoir une utilisation de la science, pas forcément un détournement, une utilisation de la science qui va nourrir un certain nombre de discours politiques et qui vont s'intégrer dans des visions idéologiques de la société. Et là, c'est sur des visions idéologiques liées à l'eau et sur des grands projets politiques liés à l'eau. Et c'est parfois difficile, surtout même quand on est dans la zététique et même quand on est sceptique, de démêler un petit peu ce qui se passe, ce que dit la science et ce que dit pas la science, surtout quand on a l'impression d'avoir des propos contradictoires qui sont portés par des scientifiques sur la place publique. Et donc du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit peu de revenir. Ça va être une longue conférence, hein. J'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup de temps, et ça c'est plutôt bien. On va vraiment revenir en détail sur énormément d'arguments, sur énormément de points concernant les mégabassines, et puis sur énormément de positions qui ont été prises par les scientifiques et de la documentation. Alors Alexandre, il faut bien garder quand même 3 quarts d'heure à 1 heure pour des échanges après. Hein. Oui, oui, bien sûr. Okay. J'ai pas prévu une conférence de 2 heures. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Mais même moi, je ne tiendrai pas. Donc, le plan de cette présentation, on va faire un point sur mégabassine, bassine ou retenue de substitution. De quoi parle-t-on? Même si je pense que vous êtes un petit peu familier à la thématique, il faut quand même un petit peu revoir les bases. Surtout, on n'est pas dans le bain. Ah, du tout. Ensuite, on va aller regarder en profondeur l'argumentaire des pro-bassines sur le sujet particulier de la Sèvre niortaise et donc du marais poitevin qui a particulièrement été cristallisé par les événements de Sainte-Soline. On va voir les différents arguments, donc l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, le territoire qui serait favorable géologiquement, la préservation de l'environnement, un exemple de démocratie locale à travers le fameux protocole d'accord du marais poitevin, et puis la validation scientifique par le rapport du BRGM, qui a beaucoup été mobilisé sur la place publique. Et dans les médias. Et puis, on va aller regarder du côté de l'argumentaire des anti-bassines. Alors, il n'y a rien de péjoratif ici, et ce sera pareil dans la totalité de la présentation, dans les termes pro, dans les termes anti et dans les termes bassines. C'est vraiment, j'utilise ces mots-là parce que c'est pour simplifier un petit peu. On est sur un spectre. Hein. Il y a des gens qui sont très 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 pro, il y a des gens qui sont très 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 anti, mais pour beaucoup de gens, ben, ils sont plus ou moins pro et plus ou moins anti. Donc, on va aller voir l'argumentaire que j'ai appelé la précaution scientifique, en antinomie à la caution scientifique au projet, l'argumentaire de l'accaparement de l'eau, l'argumentaire de prélèvement de l'eau en excès. Ça, c'est quelque chose de l'eau perdue à la mer, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias, cet argument-là, et dans certains cercles d'ingénierie en particulier. On va aller voir du côté du financement des bassines. On va regarder de plus près le protocole d'accord, qui ne met pas tout le monde d'accord. Et puis, surtout, on va ouvrir, en fin de présentation, sur la question finalement assez politique. Donc c'est un peu là où la science s'arrête, va donner des billes de compréhension, donner des billes de connaissances, donner des billes des savoirs situés, mais qui vont nous dire des questions politiques où là, c'est un choix de société. Tout le monde fait ce choix-là. C'est pas les scientifiques qui vont vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Et donc du coup, on va faire un point sur le poids de l'État et des préfets dans la décision de l'eau, notamment des prélèvements, des restrictions d'un certain nombre de choses. La question que j'ai appelée la question à 76 millions d'euros, à quelle agriculture va réellement profiter ces bassines? Et puis on va montrer un petit peu comment la confrontation idéologique est formalisée et à quoi sert la science dans ces confrontations idéologiques. Parce qu'il y a un lien avec la science dans ces confrontations idéologiques. On
fera un petit propos conclusif. Donc voilà, j'espère que je vais te dire que je ne sais pas exactement de combien de temps je dispose, bon, on a bien 1 heure. Et bien très bien. Bonne heure. Allez. Premier point, histoire de mettre tout le monde d'accord et qu'il n'y ait pas de... Ah. Et pour qu'il n'y ait pas de problème sur de quoi on parle, sur les définitions. Mégabassine, bassine, retenue de substitution, de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une bassine? Une bassine, c'est un réservoir d'eau qui est construit en surface, par surélévation, grâce à des digues, avec un fond qui est bétonné, bâché et imperméabilisé. On est sur du chantier, une grosse ingénierie, et qui a pour objectif de stocker de l'eau puisée essentiellement dans certaines nappes, mais aussi, on n'en parle pas trop, ponctuellement en rivière et en source directement. Le rôle d'une bassine, donc d'une réserve de substitution, c'est de puiser l'eau en hiver lorsqu'elle est abondante pour la réutiliser en été lorsqu'elle manque dans un objectif exclusivement agricole. Ça s'appelle substitution, puisque le but c'est de substituer des prélèvements qui existent à l'heure actuelle en été. C'est pour ça que ça s'appelle des retenues de substitution. Ce qu'une bassine n'est pas. Une bassine n'est pas un bassin réservoir. Il ne faut pas avoir cette image-là. Un bassin réservoir, ça a beaucoup d'utilisations diverses. Ce n'est pas exclusivement à usage agricole. Surtout quand ils sont d'une certaine taille, hein, comme là le bassin réservoir de Champagny. Ce n'est pas un bassin récupérateur d'eau de pluie ou ce n'est pas une retenue collinaire. Ça, ce sont des types de réserves qui récupèrent de l'eau des précipitations, de l'eau de ruissellement et de l'eau de surface de manière générale. Elles ont d'autres problématiques, hein, pour que ce soit bien clair. Ce ne sont pas des bassines. Surtout, les bassines ont une particularité, c'est que vraiment, dans leur contrat de chantier, elles ont une utilisation exclusivement agricole et exclusive aux agriculteurs rattachés à la bassine. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autre utilisation de l'eau possible des méga-bassines. Alors, on parle de bassines, on parle de méga-bassines, ou est-ce qu'on parle de retenue de substitution? Bon, bah, ça dépend surtout de quel côté vous vous mettez du conflit. Voilà. Retenue de substitution, c'est le terme initial. Il est privilégié par le monde agricole et les institutions, parce que cette idée vient du monde agricole et des institutions. Pour la première occurrence, on la retrouve, en tout cas sur Internet, dans un rapport de 2005 sur l'irrigation, et c'est un rapport qui avait été fait pour le ministère de l'Agriculture. Donc, voilà. La bassine, c'est un terme qui est mobilisé, finalement, assez vite par les opposants aux aménagements. C'est opposé dès 2008, avec une occurrence sur le site de Poitou-Charentes Nature, qui est membre de France Nature Environnement. Le terme de méga-bassine, lui, il est beaucoup plus récent. Il date de la fin des années 2010, 2019-2020, et il qualifie le gigantisme de certains de ses ouvrages. Ici, la bassine du Langon, c'est 850 000 m3. Pour se rendre compte, une piscine olympique, ça fait environ 3000 m3. On est 300 fois plus gros qu'une piscine olympique. Donc peut-être qu'il y a des agriculteurs et des agriculteurs dans la salle qui ont des petites retenues, des petites réserves, etc. Bon, bah, vous voyez, normalement, on voit tout à coup le côté gigantisme de la méga-bassine. Alors, je précise, c'est pour les plus grosses, hein, qui atteignent 800, 900 000 m3. Il y en a qui sont à 300, 400 000 m3. Bon, c'est déjà beaucoup. En surface au sol, c'est combien? Ça dépend, mais ça peut aller jusqu'à... voilà, je suis fatigué. 1 hectare ou 10 hectares. C'est sur ce rapport-là, de 1 à 10 hectares. Alors, à chaque terme va avoir sa fonction. C'est-à-dire que quand le premier... Bah, pour voir la taille, vous voyez, ça c'est des camions, en fait, que vous voyez là. Oui, ça, ce que vous voyez ici, ce sont des camions de chantier, ce sont des conteneurs de chantier. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la taille du... à chaque terme va avoir sa fonction. C'est-à-dire que le premier vise plutôt à définir l'ouvrage, justement, pour son utilité, pour sa fonction. À quoi elle va servir. Ça permet de tout de suite renseigner, rien qu'en utilisant le mot, nommer les choses, c'est déjà quelque chose, hein, à quoi ça va servir. L'autre, ça vise à le définir par sa description physique, avec tout ce que ça porte de signification.
Ici, on va utiliser le terme de bassine, mais c'est parce que retenue de substitution, à dire à chaque fois, c'est long. Méga-bassine, c'est peut-être un peu... voilà, ça peut peut-être brusquer. On va utiliser le terme de bassine pour des raisons de facilité de diction et d'écriture. Parfois, j'utiliserai retenue. Voilà, ne faites pas trop... de la situation dans la Sèvre niortaise en particulier, puisque c'est là que c'est situé sont situés les plus gros conflits. Ce qui se passe, c'est qu'un projet de construction de 16 bassines, initialement 19, ça a été revu à la baisse par négociation, a été lancé d'abord en 2011 par la formation d'un collectif d'agriculteurs de la région qui s'est formé en une coopérative, la coopérative de l'eau 79. C'est soutenu par la Chambre d'agriculture et la coopérative agricole du Poitou-Charentes. Le projet va passer progressivement les étapes de validation en commission locale de l'eau, en préfecture, en justice, etc. La particularité, c'est qu'elle se fait avec un protocole d'accord. Le protocole d'accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre-Niortaise-Mignon. Donc nous, on va juste l'appeler le protocole d'accord. Ah, c'est encore plus simple. Il est signé par plusieurs parties, à la base, qui rentrent dans le protocole. Donc les agriculteurs, l'État, les régions, les associations, etc. Et il y a une partie des associations locales qui, très vite, vont ressortir de l'accord, on le verra un peu plus tard. Il y a la constitution d'un établissement public en charge de la gestion des pompages et des engagements du protocole. C'est l'établissement public du Marais Poitevin, qui est en fait la prolongation d'un établissement public qui préexistait à la base sur le territoire. Ça part pas de rien, c'est pas un truc qui est créé ex nihilo, hein, c'est la prolongation d'un établissement public existant. Il y a un premier chantier qui débute en 2021 à Mosée-sur-le-Mignon, et puis un deuxième à Sainte-Soline, désormais célèbre. Et puis en 2022, en 2023, il y a des manifestations à Sainte-Soline, il y a de violents affrontements avec les forces de l'ordre, il y a de violents affrontements médiatiques aussi qui vont porter le sujet sur la scène médiatique et sur le devant des préoccupations sociétales. Alors, on fait un point maintenant sur l'argumentaire des probaties. Comment est-ce que cet argumentaire il s'est déroulé? Premièrement, en fait, je vais faire une petite liste et puis ensuite on ira point par point, ne vous inquiétez pas. D'abord, l'idée de base, c'est de dire que face aux sécheresses qui se multiplient, les agriculteurs ont besoin de s'adapter au changement climatique et de sécuriser leur rapport en eau. Premier argument. Deuxième argument, le contexte géologique de la région du Marais Poitevin est particulièrement favorable à ce type d'aménagement. Le troisième argument, c'est que les objectifs de substitution prévus dans le protocole vont diminuer de moitié les prélèvements en été. Du coup, ça va soutenir ce qu'on appelle le débit d'étiage, donc c'est le moment où le débit est le plus bas et le plus faible dans une rivière, et c'est un élément qui est essentiel pour très nombreux écosystèmes, et notamment les populations piscicoles. Mais pas que. Il y a des contreparties au protocole qui prévoient des changements de pratiques pour faire évoluer le modèle agricole vers une agriculture plus vertueuse. Le protocole, c'est le fruit d'un processus de démocratie locale qui a englobé toutes les parties prenantes, et puis ça fait un document qui est équilibré et ambitieux. Le projet a validé toutes les étapes légales. Et enfin, le fameux rapport d'étude du BRGM a validé scientifiquement que les bassines auront un effet positif sur le niveau de nappe et le débit d'étiage. Concrètement, c'est vraiment la liste des arguments que vous allez retrouver de manière générale. Alors, sur la question de l'adaptation au changement climatique, comment se décline un petit peu cet argument? Comme beaucoup d'autres pays, la France subit de plus en plus régulièrement des sécheresses massives qui vont menacer la production agricole. Et en cas d'alerte sécheresse, sauf quand il y a des dérogations, il y a des usages qui priment. Et l'usage de l'eau potable, c'est l'usage qui prime automatiquement. Et donc, dans les zones en tension, il peut y avoir des arrêtés sécheresse qui vont empêcher les agriculteurs d'irriguer. Pour certains agriculteurs, le recours au stockage, ça devient une nécessité pour éviter de les subir, tout simplement. Donc l'argument, c'est que, comme ça, on répartit bien l'eau, limite, en amont. On a les bassines qui permettront de moins puiser en été, donc préserver les niveaux de nappe, du coup ça soutiendra tous les autres usages, et les agriculteurs auront leurs réserves pour pouvoir faire de l'irrigation. Tout le monde est content, on répartit bien les usages, on s'adapte au changement climatique. Donc, les bassines apparaissent comme des solutions gagnant-gagnant. Une particularité, c'est que dans le contexte du Poitou-Charentes, on a un argument, c'est que le contexte géologique est propice à ce type d'aménagement. La nappe, elle est dite libre. En fait, c'est qu'elle est très proche de la surface,
le temps de résidence qui est faible, quelques semaines, quelques mois, ce qui est faible pour une nappe, et elle va beaucoup réagir avec les précipitations. Donc c'est le cas pour Poitou-Gentil, mais c'est le cas pour d'autres. Là, typiquement, vous avez un exemple en Basse-Normandie d'une nappe libre côtière. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a des remontées de nappe, etc. Du coup, en hiver, quand la nappe atteint sa capacité maximale, elle déborde. Donc ça veut dire qu'elle va soit abonder au niveau des rivières, soit créer des remontées de nappe avec des petites inondations, soit quand elle déborde beaucoup, va créer des grosses inondations. Et on voit très bien, donc là vous avez entre novembre et mars, le dépassement de certains seuils qui vont faire qu'il y a des crues qui vont se mettre en place dans ce... C'est pas pour rien qu'il y a un marais à côté, en fait. Ce sont des zones qui géologiquement fonctionnent comme ça. Et donc dans le principe, si on puise l'eau dans les nappes au moment où elles atteignent cette capacité, ici, là, là et là, et on récupère que de l'eau en excès. De l'eau qui de toute façon aurait inondé les zones. Et du coup, serait parfois même partie directement à la mer par ruissellement. On est sur une zone proche des côtes, je vous rappelle. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, avec des gros événements pluvieux. On a beaucoup de crues en ce moment dans cette zone-là. Et l'argument est tout de suite mis en avant que si on avait des bassines, paf, on récupère cette eau de crue, hop, on les remplit, c'est bon, elles sont remplies, vous inquiétez pas, on a de l'eau pour l'été. Pour les défenseurs des bassines, on va avoir donc un autre aspect particulier dans la protection de l'environnement, c'est l'amélioration, donc ça je vous l'ai dit, du débit d'étiage qui va permettre de préserver les écosystèmes, etc. Et c'est quelque chose qui a bien été intégré dans le rapport du BRGM dont on parlera un petit peu plus tard. Il est ainsi prévu de passer de 12,7 millions de mètres cubes puisés en été à 6,8 en hiver et 5,9 en été. En gros, on part sur une répartition 50-50, à peu près. Mais surtout, il y a un engagement dans le protocole qui prévoit des diminutions d'intrants pour les agriculteurs, qui peuvent aller jusqu'à l'obtention du label haute valeur environnementale, voire agriculture biologique. Ça, c'est l'annexe du tableau des engagements, c'est l'annexe 5 des pratiques agricoles qui sont engagées dans le protocole d'accord. Donc, du point de vue de la préservation de l'environnement, de la transition vers une agriculture plus vertueuse, là encore, on est sur du gagnant-gagnant. Le protocole du Marais Poitevin et l'ensemble du processus de validation, pour les défenseurs des bassines, c'est aussi un exemple de démocratie locale. La commission locale de l'eau a validé le projet. Toutes les actions environnementales ont été impliquées. La préfecture a tenu plein de réunions publiques sur le sujet. La justice a validé les bassines. Le BRGM a fait revoir à la baisse des volumes prélevés et le nombre d'ouvrages. Et il y a un établissement public indépendant qui a été mis en place pour arbitrer la gestion, notamment des prélèvements et de la répartition des quotas d'irrigation. Donc du point de vue de la légalité et du respect de la démocratie locale, vraiment, on est sur un projet irréprochable. Et enfin, peut-être le sujet qui va le plus nous intéresser dans cette interface science-société, la validation scientifique par le rapport du BRG. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Les défenseurs du projet vont s'appuyer sur, en fait, une suite de rapports. C'est pas juste un rapport isolé du BRG, c'est une suite de rapports, parce qu'il y a plein de rapports qui ont eu lieu. Le BRGM est directement impliqué dans ce projet depuis une dizaine d'années, même plus que ça, et donc va produire une suite de rapports. Dans le dernier, celui de juin 2022, en faisant tourner le modèle, s'aperçoit qu'avec la configuration qui est prévue, les débits estivaux vont augmenter de l'ordre de 6% sur le bassin. Donc on a bien une augmentation, bon, c'est pas beaucoup, mais voilà, une petite augmentation. Et pour certains cours d'eau, comme le Mignon, des petits cours d'eau, on va avoir jusqu'à plus 40% de débit au moment de l'étiage. Donc un véritable soutien au débit d'étiage. Ça c'est l'extrait du BRGM que vous avez là. Hein. C'est bien marqué ici noir sur blanc, un effet positif de l'ordre de 6% de gain et une augmentation de l'ordre de 40% qui pourrait être atteinte sur des cours d'eau comme le Mignon. En hiver, on prévoit une perte de l'ordre de 1% du débit initial. Donc ça fait baisser un peu le débit en hiver, mais ça va. Je vous rappelle que le débit en hiver, il est quand même important. Donc pour aboutir à cette conclusion, les ingénieurs du BRGM ils ont utilisé un modèle jurassique. C'est un modèle qui a été développé spécialement pour cette région. C'est un modèle du BRGM développé en interne. Il a été calé sur une période, sur une décennie, 2000-2011 pour les données météorologiques. C'est important, notez ça.
Et donc, du point de vue de la science, on a eu par exemple Christophe Béchu ou Marc Fesneau, les ministres respectifs de la transition écologique et de l'agriculture, qui ont dit sur des plateaux télé que la science avait validé ces protocoles. Et ça, tout de suite, c'est complexe. Là, on rentre dans quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que les scientifiques ont validé mon propos, politiquement, on rentre dans une zone qui est quand même très grise de l'interface science-société. Mais, ce qu'on peut conclure à ce stade, quand on suit de manière un peu légère ces sujets-là, bah, c'est que, finalement, c'est difficile de conclure autrement que par la validation de ces aménagements. S'opposer à ces bassines, ça peut vouloir dire que trois choses, qui vont revenir assez souvent dans le débat public. Soit les opposants sont ignorants du sujet, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Soit ils sont irrationnels. Ça, on le retrouve beaucoup. C'est des militants idéologiques. Et ils sont parfois même anti-science. Soit ils vont relever d'une forme d'opportunisme politique. C'est-à-dire qu'on se saisit de ce sujet, et c'est juste pour taper sur le gouvernement. Ou faire de l'agri-bashing. Ça, c'est vraiment l'occasion rêvée pour le faire. Mais l'idée, vraiment, à l'issue de tout cet argumentaire, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison de s'opposer à ces aménagements si on veut préserver l'agriculture, si on veut préserver les milieux aquatiques, si on veut s'adapter au changement climatique, si on respecte la démocratie, si on respecte la justice, si on respecte l'état de droit, si on s'appuie sur la rationalité scientifique. Vraiment. Il faut être d'accord avec les bassines. Et ça, cet argumentaire, il est plutôt bien ficelé. Mais le problème, c'est qu'il est un peu faussé. Et on va le voir parce qu'on va faire quelque chose. Moi, j'ai fait quelque chose parce que des scientifiques m'ont dit c'est pas si simple que ça. C'est aller voir ce que disent les anti-bassines, essayer de dérouler un petit peu cet argumentaire pour voir ce que eux disent et si ce que eux disent est justifié. Qu'est-ce qu'on a dans l'argumentaire des parties opposées aux bassines? On a d'abord que les bassines, ça peut aggraver les sécheresses. Et mettre de l'eau en sous-sol, de l'eau qui est d'habitude en sous-sol, en plein air, ça va entraîner une forte évaporation. Du coup, on va avoir une aggravation de la sécheresse. Tout de suite, on pointe le fait que le rapport du BRGM va posséder beaucoup de limites, qui relativisent grandement le caractère prédictif de l'étude. On ne peut pas s'appuyer sur cette étude pour dire les bassines sont bonnes. C'est pas possible. Le fait de pomper que dans les nappes au moment de leur saturation, ça relève du fantasme idéologique et technique. C'est pas comme ça que ça va se passer du tout. L'accaparement par un conglomérat privé, parce que la coopérative de l'eau, ça reste une coopérative privée. On n'est pas sur c'est public. Par une toute petite portion d'agriculteurs, d'une ressource commune qui est vitale, ça va forcément entraîner des conflits sociaux importants. On ne devrait pas faire ça de cette manière. Ça pose question sur le financement public des aménagements, qui bénéficieront à quelques agriculteurs, et que ça va surtout bénéficier à certaines filières agricoles, et que les filières agricoles qui sont vertueuses, elles sont pas assez soutenues. Donc on est vraiment sûr, on finance un certain modèle agricole, alors qu'il y en a un autre qui lui est pas soutenu. Ils insistent sur le fait que le protocole du Marais Poitevin, en fait, c'est pas du tout fruit d'un exercice de démocratie locale, c'est une utilisation de la démocratie locale, mais en fait c'est là que pour valider le projet des constructions de bassines. Et enfin, les bassines, dans leur fonctionnement même, vont servir un modèle agricole productiviste, et que ce modèle agricole productiviste, il participe au changement climatique, au lieu de lutter contre celui-ci. Et que du coup, d'une certaine manière, c'est se tirer une balle dans le pied, en faisant ces grands aménagements pour une certaine agriculture. Alors, d'où est-ce que ça vient, ce que j'appelais la précaution scientifique? Et bon, ça ne vient pas de rien. Les opposants aux bassines, effectivement, ça vient absolument pas de rien. Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont exprimés sur le sujet en relevant vraiment soit une forme de « bon, on n'est pas sûr », soit carrément une opposition. Donc à partir du moment où on a ça, il faut tout de suite se poser la question de savoir si on a vraiment un consensus scientifique. Généralement, non. Sachez que, après avoir beaucoup discuté avec les scientifiques et avoir cherché beaucoup de documentation, il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique sur le sujet, en l'occurrence. Donc on ne peut pas dire, de manière absolue, que la science tranche sur ce sujet. Par contre, il y a suffisamment de retours d'expérience d'autres formes de stockage pour en tirer certaines conclusions. Pour Christian Amblard, qui est directeur honoraire de recherche au CNRS, l'évaporation
est toujours sous-estimée dans ce type d'ouvrage. Elle peut constituer 20 à 60% des pertes sur une saison sèche. Pour ça, il s'appuie sur une publication scientifique qui suivait les réservoirs, les bassins réservoirs aux États-Unis. En France, donc je suis vraiment allé au plus récent dans cette conférence, on a les dernières estimations de l'Académie d'agriculture qui datent de novembre 2023 qui font plutôt état d'une perte moyenne de l'ordre de 11% du volume si on ne compte pas les pluies, 3,5% si on compte les pluies, puisque forcément il y a une partie qui s'évapore et une partie qui pleut dessus, et en période sèche, donc par exemple pendant la sécheresse de 2022, la seule bassine, les bassines qui ont été instrumentées, elles montraient une perte de 7% du volume avec les pluies. Donc on peut imaginer quelque chose de l'ordre de 15% sans les pluies. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre-là, de 20 à 60% des pertes, il a été mal compris. Il ne s'agit pas de 60% du volume, de 20 à 60% du volume. Ces deux chiffres ne sont pas contradictoires. Ce qui se passe, c'est qu'ici, ça peut être de 20 à 60% des pertes. C'est-à-dire qu'une bassine, ça va perdre de l'eau. Un réservoir, ça va perdre de l'eau. On va en sortir, il va y avoir des fuites, mais on va tout simplement en extraire pour les irrigations. Et c'est l'idée de dire que sur la quantité qui va sortir de cette bassine, il y en a 20 à 60%, ça va être de l'évaporation. C'est pas du tout contradictoire avec d'autres manières de compter. En plus, on va dire, la bassine, ça se compense puisqu'il pleut dessus. Ça se compense, ça dépend de quel point de vue on se pose. Puisque l'eau qui est dans cette bassine, c'est de l'eau qui de toute façon était dans le sous-sol à la base. Donc on a bien fait évaporer 10, 15, 20, 15% d'un volume qui ne se serait pas évaporé. Le fait qu'il y ait des pluies qui tombent par-dessus pour compenser, c'est très bien quand on regarde juste les entrées-sorties de la bassine, mais ça répond pas du tout à la question de l'évaporation d'une ressource qui ne se serait pas évaporée. Il y a d'autres points qui sont apportés par la science, notamment par Florence Abetz, sur des expériences, c'est que l'accumulation d'ouvrages de stockage agricole en surface, ça peut entraîner des sécheresses aggravées sur un territoire. Plus on multiplie des réserves de stockage, plus on se met dans une situation de sécheresse. Forcément, on prélève dans le milieu, on le stocke. On prélève, on le stocke. Parfois en hiver, parfois au printemps, parfois dans un... Mais c'est toujours de l'eau qu'on va enlever du milieu pour mettre dans un système artificialisé. Et c'est très difficile de dire à quel moment, quel ouvrage va avoir un impact. C'est une suite, c'est un cumul d'ouvrages, et tout à coup, on s'aperçoit qu'il y en a tellement que ça va aggraver les sécheresses. Mais on ne peut pas dire que c'est cet ouvrage qui pose problème spécifiquement, et c'est un peu complexe. Donc du coup, on ne peut pas vous dire cette méga bassine, elle va poser des problèmes spécifiquement de sécheresse. Par contre, sachez que sur la région, il y a plus de 90 projets de retenue. Là, on parle juste de 16 retenues. Hein. Tout ce débat, c'est pour 16 retenues. Mais il y en a plus de 90 qui sont prévues. Il y a des retours qui ont été faits aussi par le conseil scientifique du comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, c'est le vôtre, si je ne m'abuse. Qui montrait qu'en fait, on peut rentrer dans des systèmes de sécheresse, stockage, sécheresse, des boucles. Et ça va provoquer ce qu'on va appeler des effets falaises. Ça a été vu, on va le voir juste après, dans des pays comme le Chili, en Espagne, c'est que mettre de l'eau en disponibilité pour l'agriculture, ça va forcément normer cette agriculture, qui va du coup se reposer sur ses réserves. Ils vont formaliser un système qui tout simplement s'entretient avec ses réserves. Et le jour où on enchaîne 4, 5, 6 sécheresses à la suite, il y a un effet de dévissage. Cet effet de dévissage, il a été documenté par Florence Abetz. C'est bon, ça remarche, tout va bien. Alors, comment ça marche l'effet falaise ? Ça a été très bien représenté par un barrage, le réservoir Santa Juana sur le bassin de Huasco au Chili. C'est, on construit la réserve, elle va se remplir, pas de souci. Et puis tout à coup, il va y avoir une sécheresse, une deuxième sécheresse. À la troisième, il n'y a plus de remplissage. Et là, on prend 4, 5, 6, 7, et c'est fini. La réserve, elle ne fonctionnera plus jamais. Et bien la réserve, elle a été construite en 98. En 2015, elle était vide. Et ça, c'est sans les effets du changement climatique. C'est vraiment juste parce que ça a provoqué une consommation d'eau supplémentaire.
les agriculteurs du coin, comme ils avaient cette réserve, ils ont utilisé cette réserve pour pouvoir faire de l'agriculture, un certain type d'agriculture, une agriculture irriguée. Et donc là, vous avez formalisé vraiment le système de la boucle stockage avec les demandes les tendances socio-économiques, les tendances socio-hydrographiques, etc. Bon, de toute façon, vous aurez le PPT, vous pourrez regarder, et je vous ai mis toutes les sources dans la dernière slide. Vraiment, pas de souci. Ici, à Montpellier, sachez que dès le milieu des années 2000, il y a une question qui se pose de fabriquer des réserves dans le bassin Adour-Garonne, notamment dans le bassin du Lot, et que du coup, à cette occasion, il y a des scientifiques du CEMAGREF, aujourd'hui c'est l'INRAE, passé par l'IRCA puis l'INRAE, de l'UMR Géo de Montpellier, qui sont sollicités pour faire un suivi de certains de ces aménagements de substitution. C'est pas des méga-bassines, c'est des réserves de substitution, mais c'est pas des méga-bassines. Mais c'est pareil, le principe c'est de mettre fin à des prélèvements en été pour les prendre dans la période hivernale. Et dès 2009, ils vont conclure que effectivement, les réserves sécurisent bien les apports en eau des agriculteurs. Ça, c'est bien modélisé et ça marche bien, il n'y a pas de souci. Les agriculteurs ont raison, ça va leur donner de l'eau disponible et sécurisée. Le problème, c'est que derrière, il y a un manque de disponibilité de l'eau en aval du bassin, qui est documenté. Il y a une surutilisation de l'eau pour certaines cultures, comme le maïs, par exemple, qui n'était pas historiquement cultivé, qui se met à être cultivé du fait de cette réserve d'eau. Il y a un coût très important pour la collectivité qui est en fait impossible à encaisser, on le verra dans un rapport un peu plus tard, pour les agriculteurs tout seuls. Il faut que tout le monde paye pour les construire ces bassines, sinon elles ne sont pas rentables. Et puis, il y a un effet très difficile à anticiper sur le cumul de tels ouvrages. Donc dès 2009, on a ces premières alertes qui se mettent en place. On va faire un petit point sur la critique détaillée du rapport du BRGM. Le rapport d'étude du BRGM joue un rôle important dans la validation scientifique du projet. Et donc il a été étudié de près par des opposants bassines et notamment par des scientifiques. Et donc la géologue Anne-Manuelle Pastier, elle s'est lancée dans ce qu'elle a appelé le désarmement du rapport du BRGM. Et dedans, elle va pointer pas mal de choses. Elle fait une contre-étude, pareil, je vous ai mis la source, et elle va pointer comme limite. D'abord que le modèle utilisé fonctionne avec une maille de 1 km. C'est une résolution qui est trop large pour modéliser correctement des nombreux petits cours d'eau, et certains, ce qu'on appelle des cônes de rabattement. Et c'est des limites sur lesquelles le concepteur du modèle du BRGM, Olivier Doué, qu'on va expliquer un petit peu plus tard, avait déjà alerté dans son rapport de 2015. Il y a un décalage qui est très important, parfois, qui est constaté entre les niveaux qui sont modélisés et les niveaux qui sont observés. Donc, la modélisation, par exemple, le scénario de la COP79, qui a été modélisé, c'est le scénario en vert. Et en gris, c'est ce qui a été observé. Donc, on voit bien qu'il y a certaines années où il y a des décalages, ici, c'est des mètres. En général, on peut se retrouver avec des écarts de 1 mètre, 2 mètres au niveau de piézo. Et parfois, on peut se retrouver avec des niveaux absolument gigantesques. La modélisation, c'est jamais parfait. Ça nécessite du calage. C'est pas du tout un outil qui va vous assurer d'un certain nombre de choses. Et c'est particulièrement difficile de voir les extrêmes dans un système de modélisation. La modélisation, ça lisse automatiquement les choses. Or, les extrêmes hydroclimatiques, c'est un truc qui va arriver quand même dans le contexte du changement climatique. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, la décennie de référence 2000-2010, c'est une décennie qui ne prend pas en compte le changement climatique. Alors sachez qu'en hydrologie, moi j'ai travaillé avec des chercheurs pendant longtemps, en fait, c'est une décennie qui est beaucoup utilisée pour les calages. Pourquoi ? C'est parce que c'est une décennie qui est suffisamment récente pour être pertinente, et qui est suffisamment ancienne pour qu'on ait beaucoup de données, bien documentées, bien analysées, bien comme il faut, bien propres. Le problème, c'est que entre 2000 et 2010, il n'y avait pas encore les effets du changement climatique. Et donc du coup, on ne peut pas les prévoir avec ce système de calage. Il y a des améliorations qui sont présentées en pourcentage, comme 40% pour le Mignon, mais en fait, c'est des niveaux de débit qui restent très bas. C'est des effets. Ça, c'est une augmentation de 40%. Là. Ça se voit pas, mais c'est une augmentation de 40% d'un point de vue chiffré. Mais en fait, l'augmentation de 40%, ça fait passer le débit estival du Mignon de 0,35 à 0,49 m3 par seconde. C'est très peu. Donc c'est pas du tout quelque chose qui fait passer, par exemple, le seuil d'ASEC. Et puis il y a de nouveaux paramètres, de nombreux paramètres qui ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas d'indicateur de pompage. Il n'y a pas de modélisation du remplissage des bassines, parce qu'on ne les remplit pas toutes d'un coup, les bassines, on les remplit en fonction de
la période, etc. Il n'y a pas de modélisation de ça. Dans quel ordre on les remplit, par exemple? On ne sait pas. Il n'y a pas de prise en compte du développement de cyanobactéries, même si, bon, après, pour l'utilisation en agriculture, si c'est pour des cultures végétales, il y a moins besoin d'une qualité d'eau nickel. Mais pour l'élevage, par exemple, pour l'abreuvement du bétail, il y a besoin d'une eau de qualité. Alors, il y a eu des réponses qui ont été faites par le BRGM. Ils ont ouvert un long communiqué de presse dans lequel ils vont concéder effectivement des points. Oui, le modèle possède une échelle d'application macroscopique. Et forcément, il y a des effets de lissage. Mais il y a des améliorations qui sont prévues. Et effectivement, j'ai discuté avec un représentant du BRGM, là il travaille sur un modèle à 500 mètres de maille. Le BRGM concède également qu'il n'y a pas de changement climatique qui est prévu dans la modélisation, c'est vrai. Donc du coup, il y a des nouvelles modélisations qui sont préparées, qui sont prévues pour 2024. Lors de leur audition au Sénat, pour la mission d'information sur la gestion de l'eau en mars dernier, les représentants du BRGM ont bien précisé que le rapport, c'était une réponse à une question précise de la part de la COP79. Le rapport d'étude n'est pas une publication scientifique. C'est pas grave, hein, ça n'enlève pas la portée d'une étude. Plein de bureaux d'études, par exemple, qui font des rapports d'études, c'est pas grave, hein, c'est juste, c'est pas des publications scientifiques. Ils ne sont pas passés, par exemple, par le processus de relecture par les pairs, par tout un tas de choses. Et ils expliquent qu'ils n'ont pas du tout eu la main sur les seuils de prélèvement. En fait, ils ont modélisé les seuils de prélèvement qui étaient prévus par la COP, et pas du tout conseillés par le BRGM. Et puis ils ont bien précisé que le rapport du BRGM a été utilisé d'une façon qu'ils considèrent enfin, c'est pas comme ça qu'il avait été prévu à la base. Il y a d'autres points de critique qui ont été soulevés par Anne-Marie Bassier, et il y a certains hydrogéologues, donc je me suis entretenu avec Francis Bichot, qui était l'ancien directeur régional du BRGM Poitou-Charentes, et il précise que, oui, d'accord, il y a des problèmes avec certains piézomètres, mais le piézomètre de Coué 2 qu'Anne-Marie Bassier utilise dans ses présentations, là, qui fait des énormes trous de 10 mètres de différence, eh ben, il est connu, ce piézomètre-là, pour avoir des très grosses variations. Il n'est pas représentatif des autres piézomètres des modélisations. Par contre, c'est vrai qu'il y a des effets de lissage. Ça, il le concède. Mais pas 10 mètres de moins. 2, 3 mètres de moins, oui, mais pas 10 mètres. Comme le BRGM, il va considérer quand même qu'il est injuste de qualifier le modèle d'exclusivement régional. Et oui, il y aura un développement d'une maille de 500 mètres. Pour lui, les résultats ne vont pas changer. Il ne faut pas espérer une révolution parce qu'on change de maille. Et il alerte sur quelque chose, c'est que, attention, le contre-argumentaire et la mobilisation de vocabulaire du type désarmement du rapport de BRGM, ça sous-entend quand même qu'il y a une espèce d'armement par une institution scientifique. Et là, c'est quand même compliqué. Hein. Il faut faire attention, il y a des conséquences sur les agents et sur l'institution. Il ne faut pas associer une critique légitime d'une étude et la critique de la légitimité d'une structure. C'est pas la même chose. Et il faut faire attention à ça. Alors, sur la question de prélever l'eau en excès, selon Florence Abetz, c'est un argumentaire qui ne se tient pas. Parce que d'un point de vue hydrologique, ça n'existe pas, l'eau en excès. L'eau à excès, ça n'a pas de sens en sciences de l'environnement. Même les inondations jouent un rôle. Les inondations, elles vont jouer un rôle, par exemple, dans le dégagement du bouchon vaseux, des estuaires. Elles vont jouer un rôle dans l'approvisionnement de zones humides. Elles vont jouer un rôle pour le lessivage. Elles vont jouer un rôle dans plein de choses. En fait, déborder des nappes, c'est surtout que nous, humains, ça nous embête parce qu'on utilise ces zones-là pour quelque chose d'autre. Et notamment la construction en zone inondable, la mise en place de tout un tas d'artificialisations en zone inondable. D'un point de vue technique, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus documenté par les scientifiques. C'est ce qu'on appelle le fantasme de la gestion parfaite. C'est un fantasme d'aménageur, en fait. C'est impossible de garantir que l'eau qui sera pompée dans les nappes sera bien une eau en excès. On ne peut pas le garantir, ça. On ne sait pas ce que c'est une eau en excès, on a un manque de connaissances, on a un manque d'instrumentation, on a des limites de modélisation. Il y a trop d'incertitudes. Et puis de toute façon, puisqu'on parle d'incertitudes, avec les effets du changement climatique, ça se trouve, il n'y aura plus de débordement de nappes, ou alors ils vont se faire en un seul coup. Et alors là, bien malin, celui qui sait à quel moment il faut pomper exactement pour ne pas influencer sur le milieu. Sur l'argument de l'accaparement de l'eau, pour les opposants aux bassines, les ouvrages vont relever d'une forme de privatisation. Parce que c'est vrai que dans le droit français, tant que l'eau elle est dans le sous-sol, elle appartient à tout le monde. Sa gestion, elle relève du public. Mais que dès que l'eau est dans la bassine, c'est fini. On ne peut plus la toucher. D'ailleurs, il y a des barrières. C'est une propriété privée. En fait, la gestion de l'eau, elle dépend de l'ouvrage qui permet de la tenir. Qui c'est qui possède cet ouvrage?
Et donc du coup, seuls les irrigants qui sont connectés à la bassine pourront y accéder. Mais pourtant, tous les irrigants de la région, même les tout petits, ceux qui utilisent par exemple pour du maraîchage, qui n'ont pas du tout besoin de volume aussi énorme, mais qui ont quand même besoin d'un petit peu d'irrigation, ils payent pour la construction, mais ils n'ont pas la connexion. Et donc du coup, on a dans les Deux-Sèvres des petits irrigants qui ne veulent plus payer pour les gros. Donc pourquoi nous on paierait pour la construction d'une bassine alors qu'on ne peut pas y accéder? Et comme le révèle Mediapart dans une enquête, la COP79 et la Chambre d'agriculture ne vont communiquer ni le nombre, ni les exploitations, ni le type de culture qui sont liés à ces ouvrages. Tout ce qu'on voit, c'est que la bassine de Sainte-Soline, eh ben, c'est 12 exploitations qui sont connectées dessus. Donc vous imaginez la taille de la bassine, il n'y a que 12 exploitants agricoles qui sont connectés dessus. Sur le financement des bassines, les opposants au projet pointent du doigt le problème du financement public. Pour le projet du Marais Poitevin, le coût total de cette bassine est estimé à 76 millions d'euros. 53% c'est assuré par la commission d'aide de l'Agence de l'eau. 10% par la FEDER, qui est le Fonds d'aide européen de la PAC, et 5% par l'État, notamment à travers le plan France Relance. Soit c'est un total de presque 70%, 68% provenant de fonds publics. Et bien il se trouve que ces bassines-là, elles ne seraient pas rentables économiquement si les agriculteurs devaient les construire sur leur fonds propres. Du tout. Et ça a été établi dès 2011 dans un rapport de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne qui avait envisagé un temps d'en construire sur son territoire et qui finalement y a renoncé principalement pour ces systèmes-là. Sachez que ça relève d'une politique des agences de l'eau. Sur l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est là où moi je travaille, je travaillais exclusivement jusqu'à il y a quelques années, il y a zéro financement pour ce type de réserve. Jamais. Les agriculteurs, ils ne demandent même pas à l'agence, ils sauront qu'ils n'auront pas. Donc vraiment, on change de répartition des eaux, on change d'agence, on va changer de politique publique de l'eau, principalement parce qu'on va changer de préfet. On va le voir un peu plus tard. Et c'est un financement qui, ajouté à d'autres soutiens, à des filières conventionnelles, comme par exemple la filière porcine, etc., va questionner à l'heure où l'agriculture biologique, elle traverse une grosse crise économique et qu'elle peine à recevoir des aides pour pouvoir passer cette crise-là. En vain, le protocole d'accord, qui ne met pas tout le monde d'accord, des opposants au projet, en fait, ils suivent de très près les évolutions du débat médiatique. Et donc, du coup, ils savent très bien comment contre-argumenter. Et sur le protocole d'accord, ils vont souligner qu'en fait, il n'y a qu'une seule association, qui ne soit pas l'État ou les agriculteurs, qui est restée dans le protocole. C'est le comité de défense du Marais Poitevin. Sinon, toutes les autres sont sorties. Y compris la fédération de pêche. Parce qu'ils considéraient que les seuils de prélèvement ne permettaient pas de maintenir des niveaux d'eau suffisants pour les populations piscicoles. Les objectifs moyens pour permettre l'évolution des pratiques, en fait, ne sont pas suffisants du tout. Et on le verra un peu plus tard, ils n'ont pas tort. Les engagements sur les seuils de prélèvement ne permettent pas d'assurer le bon état des milieux aquatiques, et on le verra un peu plus tard, à nouveau, ils n'ont pas tort. Enfin, il souligne que c'est bien de dire qu'on se repose sur un établissement public, mais sauf que ces bassines, elles sont censées être utilisées pendant des décennies, alors que l'établissement public, lui, il va disparaître en 2026. Qu'est-ce qui est prévu? Rien, pour l'instant. On sent que l'objectif, c'est d'abord de construire les bassines, en fait. Enfin, c'est un argument qui est vraiment développé par les militants pour le climat, c'est que c'est une maladaptation au changement climatique, un constat sur lequel les scientifiques vont généralement les rejoindre. Parce que contrairement à une idée reçue, l'irrigation massive, c'est pas une nécessité agricole en France, en tout cas pas tout de suite, y compris en grande culture. Selon les données de la Grèce de 2020, il n'y a que 7%, 6,8% de la surface agricole utile qui est irriguée en France. On est à presque 95% d'agriculture sans irrigation. Et encore, dans ces 5%, on a tous ces fameux petits irrigants, maraîchers qui ne vont pas irriguer énormément, qui ne vont pas avoir besoin de beaucoup d'eau. Il n'y a qu'un agriculteur sur 6 qui irrigue en métropole, en fait. Et ça, on a tendance à penser que agriculture égale irrigation, mais en fait, non, pas particulièrement. En fait, l'essentiel de l'irrigation, elle est utilisée pour quelques cultures spécifiques, comme à nouveau le maïs. Maïs grain et maïs semence, c'est 32%. Avec le maïs fourrage et les autres cultures fourragères, qui rajoutent 7%, on est quasiment à 40% de l'irrigation en France. C'est pour du maïs. Le reste, c'est pour des cultures de fourrage, des oléoprotéagineux, du blé.
Alors ça, quand je le présente, j'avais même des scientifiques qui disaient « on irrigue le blé ». Mais oui, on irrigue le blé. C'est simplement qu'on irrigue 5% du blé. Parce que dans certains endroits, ils irriguent pour avoir une meilleure rentabilité, une meilleure calibration du blé. Et puis, ça va être, ce qui est pointé du doigt, c'est que toutes ces productions-là, elles sont surtout, elles ont des débouchés industriels, orientés vers les marchés mondiaux, l'exportation, c'est vraiment le truc, et puis à destination de l'alimentation des animaux d'élevage, qu'il faut aussi abreuver. Et donc du coup, on comprend bien que cette filière d'irrigation, elle sert surtout à alimenter le bétail. Or, on le sait, le bétail, c'est problématique pour l'adaptation au changement climatique. Il faut en manger moins de protéines animales. Donc pour les scientifiques qui ont travaillé sur ces questions, moi je collaborais avec eux comme pour les militants du écologiste, construire les bassines, c'est finalement prendre un risque, c'est celle de perpétuer un modèle agricole toujours un petit peu plus longtemps, productiviste, qui est coûteux en intrants, qui est coûteux en eau, qui est coûteux en énergie, qui est coûteux en subvention, et qui va produire des denrées animales. Donc vraiment le quintet gagnant, quoi. Et donc du coup, on empêche l'avènement d'une agriculture plus durable. Même si, par contre, c'est vrai, il faut le dire, hein, le premier argument pro-bassine, il est bon. Ça améliore les niveaux de nappe. Soit bien clair sur la question. Finalement, la question qui est ouverte ici, elle est très politique. D'abord, elle a illustré une chose, c'est le poids de l'État et des préfets dans la décision. Parce qu'en fait, c'est pas du tout les scientifiques qui décident quels sont les seuils à partir desquels on prélève. C'est les préfets. C'est les préfets qui délivrent les autorisations et les interdictions. Et dans le protocole du Marais Poitevin, effectivement, c'est un arrêté interdépartemental qui juge des prélèvements. Pas du tout le BRGM. Et selon Anne-Maureen Pastier, les seuils qu'on trouve, ils sont parfois curieux. Quand on dit on va prélever que ce qui déborde de la nappe, ça, si vous voulez, c'est les niveaux de nappe les plus bas historiques enregistrés. Et ça, c'est l'autorisation du prélèvement. Normalement, si on ne voulait prélever que ce qui déborde, le seuil de prélèvement, il serait en haut de cette courbe. Je dirais, dès que ça dépasse là-haut, les 15% ou les 5% de surélévation du piézomètre, c'est là qu'on pompe. Mais non, les piézomètres, on peut pomper, à l'exception du mois de novembre, mais au mois de novembre, donc au début de la période humide, on peut prélever dès que la nappe est à un niveau moyen. Ça veut dire qu'on peut en fait remplir la bassine à peu près tout le temps. Hein. C'est pas du tout une captage de débordement. Et d'ailleurs, les représentants du BRGM au Sénat, ils ont rappelé qu'ils n'étaient pas associés aux arrêtés préfectoraux et sur les autorisations de pompage. On aimerait y travailler. Dans certains cas, les seuils paraissent étonnants. On souhaiterait travailler sur les seuils. Mais c'est pas eux qui travaillent sur les seuils. L'État peut engager un bras de fer avec la justice. Et ensuite, c'est à la justice de trancher. C'est le seul contre-pouvoir entre l'État et la justice, qui permet ensuite de casser les arrêtés préfectoraux. Et donc, parfois, ça prend du temps. Il y a 5 bassines agricoles en Charente-Maritime qui ont été cassées, qui ont été construites, qui ont été utilisées, pour finalement être déclarées illégales après 14 ans de combat judiciaire. Et ces 14 ans de combat judiciaire, tous les ans, tous les 2 ans, la justice cassait l'arrêté préfectoral, et les préfets remettaient un arrêté préfectoral pour valider les bassines. On remettait une pièce dans le jukebox. Donc on sent qu'il y a vraiment un poids considérable des préfets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, dans la gestion de l'eau, c'est vraiment l'agent politique par excellence. Il peut parfaitement écouter la démocratie locale, il peut écouter les scientifiques, etc. Mais en fait, avec ses ministères et ses préfets, il peut complètement bypasser ce genre de décision. Structurellement, politiquement, on n'est pas du tout obligé d'écouter la démocratie locale ou les scientifiques pour gérer l'eau en France. Il ne faut pas croire ça. Et donc du coup, finalement, elle va servir à quoi ces bassines, elles vont servir à quelle agriculture? Sous toute vraisemblance, les seules exploitations, c'est les cultures céréalières et l'élevage. C'est tout. Il ne faut pas du tout... À la marge, on va avoir un peu de culture fruitière et de culture maraîchère, mais il faudrait que ce soit sur des exploitations gigantesques. En fait, c'est pouillème là-dedans. Et pour ces exploitants, l'irrigation, elle répond à des enjeux agronomiques essentiels. Ça, c'est important. Parce que ça va permettre de calibrer et de sécuriser la production. On parle souvent de « Ah, mais c'est parce qu'ils cherchent toujours plus de rendement, toujours plus de rendement. » Mais non, il ne faut pas non plus croire que les agriculteurs cherchent absolument à faire tous les rendements et à pourrir. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'ils ont des objectifs de sécurisation et de calibration.
il y a un moment, bah, ils dépendent d'un marché, ils dépendent d'un certain nombre de débouchés, ils dépendent de cahiers des charges. Pour pouvoir contourner les arrêtés sécheresse, c'est quoi? Bah, c'est que dans le cahier des charges, il faut irriguer. Agnès Ducharme, qui était une scientifique spécialisée dans l'irrigation et la climatologie, me disait, on prend l'exemple de la pomme de terre. Prenons l'exemple de la pomme de terre. Pomme de terre, 5% d'irrigation. Pomme de terre, ça n'a pas besoin d'irrigation. Simplement, ça a besoin d'irrigation si on veut une pomme de terre d'une certaine taille. Si on la veut, avec un certain cahier des charges. Et aujourd'hui, bah, McCain, typiquement, quand il met en place des contrats pour racheter des productions à des circuits de distribution, il impose un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a de l'irrigation. Donc on est vraiment dans un effet de système, et du coup, bah, il n'y a pas de raison particulière pour que les agriculteurs changent. Et effectivement, bah, alors on n'a pas trop d'informations sur ces méga-bassines, mais Mediapart qui a réussi à avoir des données agricoles formelles sur les 12 exploitants qui sont connectés à Sainte-Soline. La moyenne, c'est 150 hectares. 150 hectares, c'est beaucoup. La moyenne en France, c'est 70 hectares pour une exploitation agricole. Et puis c'est exclusivement des producteurs céréaliers, notamment de maïs, et des éleveurs, pour l'abreuvement du bétail. Voilà. Alors dès lors, bah, c'est pas étonnant que les engagements à réduire les intrants et les pesticides bah, sont pas assez ambitieux dans le protocole d'accord et qu'ils ne sont pas respectés, au demeurant. Il y a un rapport de l'AELB sur les bassines, parce qu'il y a des bassines qui existent déjà en Vendée, en fait, depuis les années 2010, donc on les suit. Au fur et à mesure de la construction des bassines, on voit s'il y a des évolutions. Et alors, elles donnent quoi, les évolutions? Et bien, à nouveau, bah, on observe bien une amélioration des niveaux de nappe, mais en même temps, si on arrête de pomper l'été, c'est comme ça qu'on obtient l'irrigation. Il faut toujours considérer que s'il n'y avait pas d'irrigation du tout en été, on aurait des niveaux très hauts. Là, on part d'un système qui est, on pompe entièrement en été, on atteint des niveaux très bas, bah, si on arrête de pomper un peu en été, le niveau remonte. On est presque sur de la mécanique. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rapport des scientifiques pour comprendre le truc? Non, finalement, ça marche. Par contre, c'est pas suffisant. Même sur le bassin du Marais Poitevin, plus 6% en été, on est très très loin des seuils réglementaires qui permettraient le bon état. C'est pas du tout quelque chose. Et puis surtout, bah, on observe aucune évolution du modèle agricole. Ça, c'est les pesticides sur le bassin pendant les 10 ans où on a mis en place les bassines. Est-ce que vous voyez vraiment une différence? C'est les mêmes niveaux, ça ne change rien. Vous mettez les nitrates, c'est exactement pareil. On ne voit absolument pas l'effet bassine. Il n'y a pas de changement de production. Non plus. Ça, c'était sur le secteur des autismes, mais c'est pareil pour tous les autres secteurs. C'était la production en 2010, ça c'est la production en 2019. On est sur 2 pouillèmes de différence. Et à nouveau, ça c'est le maïs, ça c'est des pâturages et des fourrages, ça c'est des oléoprotéagineux, et ça c'est du blé. C'est exactement pareil en dessous. Tout ce qui change, c'est plus 2 ou 3%, plus ou moins 2 ou 3%. On met en avant le fait que le maïs a baissé pendant cette période-là. Bon, alors il a baissé de 5%, mais surtout, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est l'explosion du prix du blé. En fait, ce qui a drivé la différence maïs-blé, c'est pas les méga-bassines. Ce qui a drivé la différence, c'est les cours mondiaux. Et nous, on a eu des agriculteurs qui ont témoigné. Vous avez vu, on leur disait, mais faites attention, la nappe, c'est sur la nappe de Champigny, une association, la Cuberie, qui gérait le truc, mais faites attention, vous êtes en train de remettre des nitrates et des pesticides dans la nappe. Et ils disaient, bah oui, vous avez vu le prix du blé? Bah, c'est sûr que je fauche tout, je mets du blé, c'est sûr. Enfin, à un moment, il faut que mon entreprise soit rentable, il faut que mon exploitation soit rentable, il faut que je sois sur ces méthodes, enfin sur ce marché concurrentiel. Ce manque d'ambition, bah, il a été pointé, alors c'est un rapport qui va encore apparaître puisqu'il date du 12 décembre. Donc là on est vraiment très très juste. Et alors promis, dès qu'il sort, je vous le mets en ligne. C'est un rapport de médiation qui a été mis en place par le comité de suivi de bassin Loire-Bretagne, auquel Libération a pu accéder. Et il pointe quoi? Bah, que le rapport sur les engagements à changer d'agriculture, il est complexe et peu ambitieux. Et que les engagements qui en fait sont prévus dans le protocole du Marais Poitevin, bah, c'est peu ou prou ce qui est déjà demandé dans la PAC de l'Union européenne. Donc du coup, ça correspond à des tendances qui sont déjà en place. C'est pas vraiment des protocoles ambitieux sur le changement. Et donc du coup, bah, voilà, faut pas non plus en vouloir aux exploitants. Ils sont dans une démarche productiviste. Ben, c'est logique, hein, ils doivent répondre aux injonctions du marché, qui est concurrentiel. Ils doivent donc sécuriser leur apport d'eau pour assurer la production sécurisée et calibrée. Ils doivent donc semer, traiter et irriguer selon un cahier des charges précis. Ils doivent donc contourner les arrêtés sécheresse. Les bassines, c'est bon, ça correspond à ce cahier des charges. C'est à ça que ça sert.
L'espoir de... Alors ça c'est mon avis personnel, parce qu'on va le voir juste après en conclusion, mais les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur ça. Moi, c'est mon avis. C'est que c'est illusoire de vouloir conditionner ces aménagements à des changements de pratiques. Parce que s'ils devaient changer ces pratiques, ils n'auraient pas besoin d'aménagement. Et dès lors, et c'est ce qui se passe quand on voit avec certains agriculteurs, quand on leur demande de baisser les niveaux d'intrants, de machin, etc., pour accéder à des subventions, à des ressources, ils disent mais c'est idiot. Si je baissais tous ces intrants, tous ces machins, etc., j'aurais pas besoin de cette ressource. On est vraiment sur des choses, c'est de la calibration. Tout est calibré selon des systèmes normés. Hop. La position d'exploitant productiviste, bah, elle est d'autant plus logique, ça c'est politique, hein, bah, que c'est des choix qui, en matière agricole, guident bah, le gouvernement français, l'Union européenne, et ne jamais oublier, même si politiquement, bah, c'est très sympa de se dire on tape sur la FNSEA, on tape sur la FNSEA, oui, mais en fait la FNSEA c'est toujours le premier syndicat agricole, en fait, il ne faut jamais l'oublier. Il représente ce secteur agricole, et la politique qui est portée par le FNSEA, elle est productiviste. Donc on ne peut pas en vouloir, en fait, d'être dans cette démarche productiviste. C'est parfaitement logique. Il faut juste penser à autre chose. Et Christiane Lambert, alors je ne vais pas faire le détail, mais c'était la présidente de la FNSEA à cette époque-là, vous avez quasiment jamais vu un agriculteur connecté à une méca-bassine venir défendre lui-même sa position sur les médias. C'est Christiane Lambert qui y allait, qui l'a fait d'ailleurs très bien, mais qui va hésiter à prendre des positions très politiques. Hein. La souveraineté alimentaire, la place de l'État, le rôle de producteur d'exportateur de la France, tout ça c'est des positionnements politiques, ils sont tout à fait légitimes, hein, on peut tout à fait les défendre, mais ce ne sont pas des positions scientifiques, c'est des positions politiques. Donc ça s'inscrit là-dedans. Finalement, la confrontation auquel on a lieu, à laquelle on constate, c'est une confrontation qui, avant d'être scientifique, est surtout idéologique. À nouveau, c'est pas insultant, ni pour l'un ni pour l'autre. En fait, la science va jouer un rôle argumentatif, et la science va donner des billes, la science va donner des informations, mais au final, c'est pas la science qui prend les décisions. Les décisions sont prises par les politiques. Et les politiques voient un affrontement entre les productivistes et les écologistes. Et ce sont deux systèmes idéologiques qui ne sont pas particulièrement compatibles. À ma droite, tenante du titre, depuis des décennies, le modèle productiviste. Je résume en rigolant par étape 1, produire plus de trucs, étape 2, faire l'étape 1. Comment il fonctionne ce système idéologique productiviste? Sur le fait qu'il faut produire plus et de manière calibrée, donc ça c'est le paradigme idéologique, du coup il faut répondre aux attentes du marché, du coup il faut optimiser les processus, du coup il faut récupérer l'eau perdue à la mer, du coup il faut construire des bassines. C'est bon, tout est cohérent, tout marche. Et si vous pensez qu'avec cette slide je me moque des productivistes, non, à ma gauche, l'outsider, porté par la lutte du changement climatique, c'est le modèle écologiste. Comment on pourrait résumer l'écologie? Première étape, protéger l'environnement. Deuxième étape, refaire l'étape. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il faut préserver l'environnement, il faut lutter contre le changement climatique, du coup, il faut changer de modèle agricole. C'est pas améliorer les process ou garantir la production, non, la priorité c'est de changer de modèle agricole. C'est lui qui rentre en contradiction avec ça. Donc il faut changer les pratiques et les usages. Intrants, pesticides, les intrants, contrairement à ce qu'on pense, c'est très polluant. Hein. Et ça a des conséquences en termes de gaz à effet de serre. L'élevage aussi. Donc il ne faut pas construire de bassines puisqu'elles servent à cette agriculture. Donc c'est bon, c'est cohérent, c'est rationnel, pas de souci. Du coup on pourrait se demander, la science dans tout ça, où est-ce qu'elle intervient? Ah mais elle intervient la science, je peux vous le dire, parce que j'étais au contact sciences-gestion pendant 6 ans dans un programme de recherche. Du coup je le vois très bien. Quand on se retrouve avec des interlocuteurs comme le SIAP, on va se retrouver donc, dans cette zone-là à solliciter la science pour nous aider, pour nous produire des connaissances. Et donc du coup, on va avoir deux grandes manières d'envisager le rapport aux sciences. C'est un peu méta, hein, mais en gros, c'est de la politique scientifique. La politique scientifique, elle peut être plutôt technosolutionniste, à un niveau, c'est pas du tout péjoratif, c'est qu'on cherche la solution technique à un problème sans changer d'usage. Et puis on a le transitionnisme socio-technique qui demande des connaissances à la science pour assurer des transitions. Des connaissances techniques et sociologiques. Et elle est là, cette différence. Ici, c'est la zone du politique. Ici, donc le prescriptif, et ici, c'est la zone des scientifiques, le descriptif. Chacun sa zone. Mais vous voyez qu'il y a quand même des petits pointillés.
Le problème, en fait, mais énorme par rapport aux autres années, aux décennies précédentes, c'est ça. Ça, pour beaucoup de scientifiques, pour les avoir beaucoup fréquentés, ça commence à devenir beaucoup plus prioritaire que ça. Et là, on est dans un positionnement scientifico-politique. Difficile de dire. C'est une position qui est très délicate pour les scientifiques, de plus en plus, puisqu'ils se retrouvent à devoir faire le passage du descriptif, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité font courir un grave danger à l'humanité, au prescriptif. Il faut lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, qui, même si on veut absolument tous que ce soit quelque chose de consensuel et d'absolu, est un positionnement politique. On peut parfaitement dire que non, en fait. C'est pas la priorité. Mais les scientifiques, eux, ils pensent que de plus en plus c'est la priorité, et du coup, ils participent au débat public. La boucle est bouclée. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec de plus en plus de tribunes, de plus en plus de participation scientifique à ces débats-là. Et donc, qui participent, malgré eux, à une zone de flou. Mais en même temps, cette zone de flou, elle devient absolument nécessaire. Pour conclure, sur cette question des bassines, la science, elle est mobilisée par le pouvoir descriptif, afin de produire des connaissances, selon certaines attentes du pouvoir prescriptif. Les attentes étant intimement liées à des visions idéologiques parfois irréconciliables, je peux vous le dire, parfois les scientifiques, ils ne veulent même pas formuler un discours. Ils ont trop peur que ce discours il serve à un système politique que eux, dans le fond, ne veulent pas soutenir. Mais ils ne peuvent pas le dire, donc ils disent rien. Moi, je me suis retrouvé avec des scientifiques qui, tout simplement, ne répondent pas. Ils ne veulent pas, c'est simple, ils ne veulent pas parler. C'est d'autant plus compliqué que la controverse va toujours persister dans la communauté scientifique. Rappelez-vous, moi je vous ai donné mon avis personnel. C'est illusoire de vouloir faire changer l'agriculture conventionnelle avec des leviers de l'agriculture conventionnelle. Mais c'est pas consensuel dans la communauté scientifique. Dans la communauté scientifique, même s'ils sont tous à peu près d'accord pour dire que la bassine en elle-même est une maladaptation, que la réserve est en elle-même quelque chose de risqué, si jamais ça peut servir de contrepartie forte sur la qualité, parce que l'enjeu de qualité il est énorme en France, le déclassement des nappes c'est un problème de qualité, la fermeture des captages d'eau potable c'est un problème de qualité avant tout. Donc c'est sur ça que les scientifiques veulent absolument jouer, et si jamais on doit faire des réserves et des méga-bassines, faisons-le si on peut avoir cette... Moi, personnellement, je pense que c'est illusoire, mais il y a controverse dans le milieu scientifique. Certains vont dire, non, on se base sur les résultats du GIEC, les réservoirs sont coûteux, ont un impact négatif sur l'environnement, et de toute façon ne seront pas suffisants pour s'adapter au changement climatique. Donc, c'est non. Mais il y a débat. Le consensus, il est sur le fait que ce sont en tant que tels des maladaptations au changement climatique. Du coup, si vous devez retenir un paragraphe, c'est celui-là. Les retenues permettent effectivement d'améliorer les niveaux de nappe en été, mais elles ne permettent pas d'atteindre les niveaux attendus. Elles font peser un risque de boucle sécheresse-stockage, d'effet falaise, ne permettent pas de prélever l'eau qu'en excès, c'est pas vrai, sont très coûteuses pour la collectivité au profit de quelques-uns, ne permettent pas de faire évoluer les pratiques agricoles et risquent de prolonger une agriculture productiviste qui n'est pas compatible aujourd'hui, on le sait, avec les enjeux du changement climatique. Par contre, il y a quelque chose de très positif pour les scientifiques à retirer de cette histoire, et ça c'est assez consensuel aussi, on le voit dans beaucoup de publications scientifiques qui sortent depuis 2020, c'est que le fait qu'il y ait la mise en place d'un protocole d'accord, avec une volonté d'associer tous les acteurs de l'eau et des scientifiques, de les renseigner, de renseigner tous ces acteurs sur l'état de la nappe, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut gérer les conflits d'usage et comment on peut se répartir l'eau, dans tous les cas, ça a été une expérience positive. Elle n'a pas abouti, pour des raisons de blocage, comme on l'a vu, idéologique et politique, mais c'est la bonne manière de gérer l'eau de demain, selon les scientifiques. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai tous les scientifiques qui m'ont apporté un témoignage. Il y a vraiment, on salue ça. Si jamais vous voulez mettre en place des réserves, sachez que le stockage hivernal, ce n'est pas un problème en lui-même par principe. Il s'agit de savoir dans quel but on stocke cette ressource. Et si jamais les autres usagers de l'eau sont en désaccord avec l'usage de l'eau stockée, alors les conflits se multiplient. Et c'est un truc qu'avait plutôt pas très bien anticipé le BRGM. Là, dans son chapitre qu'il avait mis ici, je ne l'ai pas mis, mais en conclusion, c'était sorti en 2020, en conclusion, sur les retenues substitution, on voyait une diminution des conflits.
Bon, ils sont peut-être allés un peu vite en besogne sur le truc. Bref, la cogestion de l'eau devient inévitable. Enfin, il y a une question qui se pose pour la communauté scientifique elle-même. Je ne sais pas si certains d'entre vous font partie de cette communauté scientifique ou échangent avec elle. Vraiment, elle a été très bien incarnée par une tribune qui avait été passée par Florence Abetz sur la gestion de l'eau. Est-ce qu'on doit être les plombiers de l'environnement? Ça, c'est une vraie vision du rôle du scientifique dans la gestion environnementale, et notamment dans la gestion de l'eau. Et elle a la fin, je vous invite vraiment à aller voir, c'est en accès libre, la fin de son propos, qui sera la fin du mien, c'est « On se situe là », elle parle des grands aménagements artificiels, dans un cercle vicieux bien connu des scientifiques. Le stockage de l'eau conduit à multiplier son usage et notre dépendance à l'eau, ce qui amplifie les impacts lors des pénuries, incite à la création de nouveaux stockages, et etc. On en arrive à vouloir aujourd'hui contrôler les débits minimaux et maximaux, donc les prélèvements de nappes, ça déborde, c'est en excès, avec une vision de vase communicant, pour maintenir les usages, traitant les rivières comme des tuyaux, branchant, débranchant des connexions et des bassines, tel un Super Mario Bros, plombier de l'environnement. Je vous remercie de votre attention.